Salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister, toujours en direct de la bibliothèque, et pour cette semaine spéciale consacrée aux prédateurs, aux dents longues, qui vont et viennent dans les nuits les plus sombres, eh bien, je vous parlerai de Vampire Requiem, que voici un jeu, on va dire, qui a quelque peu oui, séparé, en tout cas, et divisé une communauté entière, puisque quand la gamme donc Vampire Masquerade s'est arrêtée en 2004, eh bien on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait, on va dire, un successeur. Enfin, on s'attendait à une nouvelle édition de Vampire Masquerade à l'époque, ou du moins, voilà, quelque chose qui reprenne d'une certaine manière. Un peu, on attendait la V20 en fait avant l'heure, et en fait on a eu Vampire Requiem. Et Vampire Requiem, c'était une nouvelle manière de voir, on va dire, le monde des ténèbres, donc ce qu'on va appeler le nouveau monde des ténèbres, qui est initié en fait tout d'abord donc par Vampire Requiem, mais aussi par un livre de règles que voici, qui s'appelle donc The World of Darkness, qui est paru en français justement quelques années plus tard, puisque là donc on est en 2004. The World of Darkness, normalement, oui, ça doit être à peu près dans les mêmes eaux que. Voilà, je pense que ça a dû sortir aux alentours ouais, de 2005, hein, ou quelque chose comme ça. Donc c'était comme Vampire Requiem pour chez Hexagonal, défunt Hexagonal. Et donc voilà, on nous propose en fait tout d'abord dans ce livre un système de jeu générique, donc le nouveau système du monde des ténèbres, le nouveau système du compteur, c'est comme ça qu'on l'appelle, donc le Storyteller System, revu, corrigé, rééquilibré. Bon ça, sur ce point, ils avaient bien réussi quelque peu leur coup, d'autres étaient quelque peu insatisfaits, on va dire, de la tournure que ça prenait, dans la mesure où donc eh ben, on a un système de jeu voilà, avec toujours les 6 attributs, les 24 compétences. C'est ça, hein, séparé donc dans les trois catégories qui sont donc mentale, physique, sociale. On a toujours ce système de jeu où donc on ajoute caractéristiques plus compétences des 10 et on essaye donc de faire des succès. Donc là, c'est des succès à 8 plus, donc c'est 8, 9, 10. Donc 30% de chance sur un dé, ça commence à être un peu chaud patate, on va dire. Là, au niveau des statistiques, 30%, ça commence à être vraiment limite. Donc c'était un jeu quand même qui se voulait voilà, avec un vrai challenge, déjà en termes, on va dire, de système de jeu, de système de résolution. On avait du challenge, mais on retrouvait à peu près les mêmes choses. On avait plus de mérites, enfin on n'avait plus de flaws, pardon, donc on n'avait plus que des mérites donc, que l'on choisissait, qui étaient des mérites génériques pour donc les humains, puisque ce livre de base se propose en fait de créer des humains. Et donc c'est à partir de cette base d'humain qu'après on va transformer justement cet humain en vampire en utilisant donc les règles qui sont dans Vampire Requiem. Ce qui veut donc dire en plus que voilà, on a besoin d'un livre de règles, peut-être un héritage un peu un peu on va dire inconscient à volonté commerciale, on va dire du triptyque de Donjons et Dragons. En tout cas, on avait la nécessité d'avoir ce livre de règles qui proposait uniquement des règles. D'ailleurs, vous voyez, j'ai la version signée, on va dire, par les auteurs du jeu. Parce que ceux qui précommandaient en fait ça en 2004, même dans les boutiques françaises, on avait la possibilité d'avoir des exemplaires signés. Et j'avais eu la grande chance de pouvoir avoir donc, justement des exemplaires signés par les membres du staff qui avaient développé le jeu. Ce qui était plutôt sympathique et surtout de pouvoir se les procurer en France. Donc voilà, au départ, c'est une idée, donc une nouvelle idée déjà d'un système de jeu dit générique qui va être donc vraiment commun à toute la gamme. C'est à la limite voilà un progrès parce que on avait vu que même s'ils avaient le même système de jeu dans l'ancien World of Darkness, les compatibilités de règles de système étaient quand même était vraiment très compliqué et pas prévu au départ, ça se voyait un peu, voire même un peu trop. Donc là au moins on avait ça, c'était le seul point positif. D'autres disaient voilà, rien de nouveau sous le soleil quoi. C'est ce que j'ai vu la plupart du temps dans les critiques quand j'ai pu les voir, c'est qu'il n'y a pas vraiment de choses innovantes là-dedans, en tout cas dans le système de résolution. Ce qui n'est pas le cas, on va dire, tout de même, dans justement le système de Vampire Requiem. Voilà. Donc, Vampire Requiem, et c'est ça qui est tout de même important, et qui, on va dire, va complètement encore plus diviser la communauté que cette nouvelle manière de voir les choses,
c'est qu'en fait, Vampire Requiem, c'est comme si on reprenait Vampire la Mascarade, on reprend les mêmes idées et on les développe de manière différente. Et donc, déjà, on vire toute la métaplotte. Donc tout ce qui avait, on va dire, fait à la fois le charme et on va dire l'impraticité, voire même le fait que ce soit complètement imbuvable et que ça s'effondre sur soi-même, eh ben, toute cette donc méta-intrigue qui avait été développée donc pendant quelque chose comme presque 15 ans dans Vampire Mascarade, eh ben, tout ça, on la vire et on revient, comment dire, à l'essentiel, avec un nombre donc de clans plus limité, avec un nombre de sectes là délimité, entre guillemets, de groupes de vampiriques délimités, et donc ils vont choisir le chiffre 5, qui est d'ailleurs repris pour à peu près tous les jeux de la gamme, c'est tout marche par 5. Donc c'est une chose, on va dire, assez curieuse, mais bon, ils ont voulu développer les choses de cette manière. Et bon, ils l'ont quand même très bien fait, on va le voir quand je vais vous présenter la gamme. Et donc voilà, donc déjà l'origine des vampires et donc toute la méta-intrigue est virée, donc ce qui veut dire qu'on n'a pas une origine des vampires, mais on a plein d'origines différentes. Et aucune n'est sûre, et toutes sont valables. Et donc chaque, on va dire, Covenant, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, donc c'est le terme qui était utilisé dans Ars Magica pour les alliances, où donc c'est des groupes en fait, ça veut dire couvent à la base, un Covenant. Et donc chaque groupe, chaque organisation va avoir sa propre vision du monde et sa propre vision de l'origine des vampires, ce qui déjà est plutôt intéressant. Donc il n'y a pas déjà une vérité actée, il y a une vérité que chaque groupe membre de groupe va partager, qui ne va pas être la même que celle des autres. Et ça va être quand même un peu compliqué, on va dire, de pouvoir quand même gérer avec celle des autres. Donc ça va donner déjà quand même du jeu, même si au départ ça va pas aider quand même à créer un groupe uni, ce qui va obliger peut-être, comment dire, de base au compteur de décider quel va être en fait justement le Covenant des PJ, même si donc ils vont pouvoir choisir des clans différents. Alors justement aussi il y a 5 clans qui sont proposés, donc 5 clans qui sont des refontes, on va dire, des 7 clans originaux de près ou de loin, que sont donc les Daeva, qui sont plus ou moins, on va dire, c'est les Toréadors, les Ventrue, donc là on les reconnaît, les Gangrels, donc ça va, on les reconnaît aussi, les Mequettes, qui sont plutôt un mélange un peu entre les Lasombra et un peu, on va dire, les Trémérés, bon, plus Lasombra d'ailleurs, et les Nosferatu. Donc on se dit, plus que 5 clans, on s'embête plus, comment dire, avec voilà, une flopée de clans et de lignées, sauf que, évidemment, dans les suppléments, ils vont nous gratifier, comment dire, d'une tonne de lignées qui vont nous rappeler, évidemment, plein de choses des précédentes éditions. Ce qui veut dire que donc au départ ils voulaient resserrer, mais finalement ils vont eux-mêmes, on va dire, tomber dans leur propre piège et continuer donc à refaire, on va dire, à se remettre en fait dans les écueils qu'ils avaient développés dans l'édition précédente de la Mascarade. Ce qui est quand même plutôt dommage parce qu'on pensait qu'on allait repartir sur de bonnes bases et en fin de compte, on retombe, on va dire, dans les mêmes travers. C'est assez pénible. Pour ce qui est justement des Covenants, j'y viens un peu, puisque donc comme ils ont chacun, comment dire, leur vision, on va dire, de l'origine des vampires. Donc on a d'une part l'Invictus, qui, bon, de près ou de loin, c'est la Camarilla. Enfin, la Camarilla a existé, d'ailleurs, dans cet univers-là. Elle a existé, en fait, comment dire, pendant l'Antiquité, et elle s'est, on va dire, effondrée. Donc, on va dire que l'Invictus est de près ou de loin les plus... C'est les traditionalistes, qui protègent la mascarade, et qui sont donc censés être, justement, les héritiers de cette Camarilla. Donc eux représentent cela et l'héritage, on va dire, des lignées, on va dire, mythiques qui sont développées donc dans certains suppléments, dans les suppléments pour donc Requiem, Fall of the Camarilla et Requiem for Rome, qui sont d'ailleurs les suppléments que moi je trouve les plus excellents de la gamme, j'y viendrai. Donc on est déjà dans cette optique-là. Voilà, donc on retrouve quand même globalement ce qu'on connaît avec ce Covenant. Les Carcianes, qui sont donc on va dire les anarques, mais les anarques
bien mieux, comment dire, développé, beaucoup plus, on va dire, vraisemblable, beaucoup plus, on va dire, riche, complexe que ce qu'ils étaient, on va dire, dans la version Vampire Masquerade, de mon point de vue. Le lancer à Sanctum, qui donc là est vraiment, on va dire, le pan mystique, le Covenant extrêmement mystique, puisqu'ils disent que leur lignée, que les vampires d'ailleurs, tous les vampires, sont issus justement donc de Longinus, et du porteur donc de la lance qui saigne. Voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu le mythe arthurien. Donc on va dire, plus dans cette optique-là. Le Circle of Crown, donc le cercle des sorcières, en français je crois, qui est donc lui plus le pendant païen, sorcellerie, on va dire, voilà, un cercle de vampires, on va dire, tourné autour donc de la sorcellerie, mais donc pré-chrétienne, oui, pré-chrétienne. Et l'Ordo Dracul, enfin, qui est le Covenant le plus récent, puisque lui il n'a que 500 ans, puisqu'il est lié évidemment à Vlad Dracul, notre très cher Dracula. Où donc là, c'est vraiment des mystiques et des chercheurs qui, on va dire, vont avoir une organisation vraiment sectaire et qui vont faire donc des recherches justement sur la magie, sur la sorcellerie, et donc vont avoir des pratiques, on va dire, de mystiques extrêmement codifiées, qui sont d'ailleurs très très intéressantes. Donc comme vous le voyez, on a déjà, on va dire, par rapport à ces 5 propositions, à chaque fois, donc 5 clans, 5 Covenants, pas mal de possibilités donc de personnages, pas mal de combinaisons qui donnent vraiment, on va dire, un choix très, très éclectique, très, très varié pour commencer. On a vraiment une base, une refonte qui permet, on va dire, vraiment d'essayer de sortir quelque peu des sentiers battus, tout en utilisant, on va dire, des idées qui pourtant avaient déjà été quelque peu expérimentées et traînées. Là, c'est vraiment, on est dans la réécriture de l'univers, et surtout une liberté, comment dire, en se chassant, comment dire, complètement cette méta-intrigue qui à la fois avait de l'intérêt, mais qui aussi était, on va dire, le pire des mots au final, quand on finissait par assembler tout le puzzle qui ne tenait pas, quoi. Voilà, il y avait des pièces qui rentraient pas dedans, hein. Voilà. Là, au moins, le storyteller a la pleine latitude pour choisir, comment dire, ce qu'il va faire, et pour vraiment mener, comment dire, son groupe de joueurs sur ce qu'il veut. Le sabbat, lui, eh ben, il existe sous la forme de ce qu'on appelle donc le Seven, donc sous la forme voilà, c'est le, comment dire, le 7 en version romaine. Et le supplément, lui, donc je vous reparlerai un petit peu, ne propose pas une seule solution. C'est-à-dire que le Seven, vous pouvez le jouer de 3 manières différentes, parce que vous avez 3 propositions. Donc il n'y a pas, comment dire, voilà, c'est vraiment un jeu de rôle, Requiem, qui se veut beaucoup plus expérimental aussi sur pas mal d'aspects. Ils expérimentent de nouvelles choses. Avant, on avait, voilà, un supplément avec la vérité absolue. Voilà, il n'y avait pas le choix. Là, on a des options, on a des variantes, on a des possibilités vraiment d'adapter son univers et de donner en fait la vérité, ou de faire croire à une certaine vérité, et dans une autre chronique, eh ben, de redévelopper d'une autre manière et de dire ah ben non, en fait, voilà, la vérité c'était cela. Et ça, sur ce point, je pense que Requiem a eu on va dire une bonne aura, une bonne, on va dire, volonté de proposition ludique. Mais voilà, il n'a malheureusement, j'ai l'impression, pas séduit son public. On le voit encore même aujourd'hui avec la deuxième édition. Moi, je connais personne, comment dire, autour de moi qui maîtrise Vampire Requiem, quoi. Que ce soit première ou deuxième édition. Même moi, je l'ai très très peu maîtrisé, voire même quasiment pas maîtrisé du tout. Je l'ai testé, mais voilà, voilà, autant il a énormément, on va dire, de points positifs à offrir. Il est vraiment d'une très très grande originalité, dans le sens où vraiment c'est une nouvelle proposition. Je pense qu'en 2004, si vous ne connaissiez pas Vampire Masquerade, vous pouviez vous lancer dans Vampire Requiem sans heurts, comme vous le feriez, comme je l'ai dit d'ailleurs dans la V5 de Vampire Masquerade. Voilà, si vous ne connaissiez pas le jeu en 2004, eh ben vous pouviez commencer par Vampire la Mascarade en toute sérénité. C'était vraiment un jeu qui correspondait peut-être plus à l'esprit de l'époque, à ce qu'on attendait à l'époque. L'expérimentation, la nouveauté, les propositions ludiques, on va dire, plus malléables, avec plus d'alternatives, sans, on va dire, imposer les choses, avec vraiment un background, on va dire, à la carte.
plutôt que, on va dire, un background, on va dire, figé, monolithique, qui vous mettait, on va dire, dans les rails de quelque chose dont on pouvait assez difficilement tout de même s'extraire. Bon, on pouvait le faire, hein, évidemment, mais c'était quand même assez compliqué parce que bah, voilà, les puristes disaient ah ben non, ça c'est pas possible, dans tel supplément il y a marqué que gna 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 gna. Ben non, là, rien n'est gravé dans le marbre, et c'est vraiment le point extrêmement positif. Autre chose à voir, puisque donc là je vous ai parlé des nouveaux clans, des nouveaux covenants qui constituent, on va dire, les bases des archétypes du jeu, qui donnent donc énormément de possibilités, c'est la nature même du vampire. Le vampire maintenant, donc, comme il n'est plus issu d'un ancêtre, on va dire, mythique, on pouvait, comment dire, mettre en place une nouvelle manière de voir les choses. C'est-à-dire qu'un vampire, la puissance de son sang, il va l'acquérir avec le temps, avec, on va dire, la non-vie. Et donc avec ce qu'ils appellent donc dans Vampire Requiem, je crois que c'est la danse macabre. Donc plus ils vont vivre leur vie vampirique, plus leur sang en fait va se concentrer, va devenir puissant, jusqu'à ce qu'ils en deviennent certes très puissants, mais plus du tout capables de gérer, comment dire, leurs prédateurs, de gérer leur bête intérieure, et ils vont être obligés d'aller faire un petit tour, on va dire, en torpeur pour, on va dire, baisser la pression. C'est pour que la cocotte minute, elle explose pas, si je puis dire. Et ça, c'était également une très très bonne idée. Et le seul problème, c'est que quand ils tombent en torpeur, eh ben, ils oublient tout. Leur sang, évidemment, devient voilà, plus faible, mais aussi, ils oublient tout. Et donc, ils sont obligés de dresser un journal. Et ça, c'était vraiment une idée super intéressante pour, on va dire, avoir l'essentiel de leurs souvenirs sous la main quand ils vont se réveiller et se dire ah bah oui, ça c'était, on va dire, voilà, ce que j'avais fait dans mon autre vie. Ce qui veut dire qu'en plus il y a plein de petits jeux, de petites intrigues où il y a des vampires carrément qui piquent le journal de torpeur, si je puis dire, de leurs camarades, pour le réécrire et pour manipuler leurs souvenirs. Enfin bref, c'est génial. Ça, je trouvais que l'idée était vraiment très sympa. Et c'est ça qui m'avait vraiment fait, en tout cas, vraiment aimer cette mouture. Même si au final, bah, je préfère, je dois dire, Vampire la Mascarade. Je dois l'avouer, on va dire, très lâchement. C'est que c'est un jeu que franchement j'ai collectionné avec énormément de plaisir, parce que la gamme donc s'est étendue de 2004, donc, et la deuxième édition a sorti en 2014, mais bon, la gamme était déjà quasiment terminée, hein. Sachant que la deuxième édition, donc je n'en parlerai pas dans cette vidéo, mais voilà, je ne l'ai pas testé non plus du tout. Je l'ai vraiment juste acheté pour la continuité, pour savoir quelle était, on va dire, leur nouvelle manière de voir, parce que voilà, il y avait également dans la deuxième édition toute une nouvelle mécanique, et là, l'introduction en fait d'une métaplotte, justement d'un ennemi commun, etc., qui relançait encore et qui remettait les choses de manière assez originale, je dois dire, en ordre. Donc voilà, c'est un jeu, voilà, franchement, si vous voulez quelque chose d'original, si vous voulez quelque chose de, on va dire, de complètement différent, qui vous donne, on va dire, qui peut laisser libre cours, on va dire, à vos envies par rapport aux propositions qui vous sont données, c'est le jeu qu'il faut choisir plus que, on va dire, Vampire Requiem, plus que Vampire, pardon, Mascarade. Qui lui va vous donner, on va dire, vraiment une intrigue, un background, et vous allez filer sur des rails. Voilà, Vampire Requiem, c'est une boîte à outils, c'est un jeu à la carte, et c'est ça qui fait à la fois son plus grand avantage, sa plus grande vertu, mais aussi son plus grand défaut, parce que bah, certains vont dire oh, bah, je sais pas, qu'est-ce que je peux choisir, y a trop de, on va dire, de possibilités, je n'y arrive pas. Voilà, c'est à la fois, vous avez la liberté, mais voilà, cette liberté, bah, va falloir faire avec. Et si vous n'avez pas l'habitude, eh ben, franchement, vous allez peut-être, du coup, ça va pas être pour vous. Moi, je sais que techniquement, ça peut être quelque chose pour moi, mais j'avais pas les joueurs pour. Ils étaient trop habitués à Vampire Mascarade, et du coup, c'est ce genre de proposition à aller concrètement et ne pas, on va dire, les brancher, ne pas les intéresser, ne pas les, on va dire, les, les motiver. Et j'ai très bien, on va dire, parce que je connaissais assez bien mes joueurs, et j'ai vraiment bien, on va dire, cerné le problème. Mais ce qui m'a pas empêché quand même de prendre énormément d'éléments et d'idées, comment dire, à l'intérieur de Vampire Requiem pour les introduire dans Mascarade, ce qui est possible.
Donc vous avez plein de suppléments, par exemple, qui on va dire, vous seraient très intéressants à justement, on va dire, introduire justement dans le background de manière assez simple, et en particulier même une campagne, hein, si vous voulez pas la jouer en Requiem, Requiem for Rome, Fall of the Camarilla, vous pouvez très largement l'adapter dans un passé assez mythique, on va dire, de Vampire Masquerade. Ça colle. Alors, en dehors donc de ce livre de règles, et donc voilà, il y a aussi les règles hein, qui moi m'ont rebuté quelque peu. Je trouvais que vraiment le système de jeu était pas du tout, mais alors du tout player friendly. Ça rendait vraiment le jeu très très compliqué. Autant avant c'était on va dire un peu n'importe quoi au niveau des jets de dés, puisque avec le système de difficulté, là il n'y a plus de système de difficulté, c'est un système de nombre de succès. Donc, comme je vous dis, 30% de chance par dé, c'est quand même pas BZF. Voilà, au niveau des stats, c'est pas du tout player friendly. Y a quand même, on va dire, je pense, on va dire, un équilibre à trouver. Et je pense qu'ils l'ont trouvé justement avec Vampire V5, puisque eux, c'est sur 6 sur les dés. Donc voilà, 50% de chance sur un dé, ça reste, on va dire, les stats assez courantes dans à peu près tous les systèmes de jeu. Et vous allez me dire, mais hey, il est toujours obsédé par les stats, Magna Magister. Ben oui, mais bon, il faut voir ça. Il faut quand même que le système de jeu permette aux joueurs de réussir leurs actions ou de les rater, mais qu'ils aient, comment dire, on va dire, une perspective de réussite. Quand on n'a pas vraiment de perspective de réussite, quand on a 30% de chance de réussir, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Encore pire, on va dire, par exemple, justement, dans le système Year Zero, où là, carrément, c'est du 17%, quoi. Voilà, c'est 6 sur un D6. C'est quand même un peu compliqué à certains points. Voilà pourquoi moi j'avais redescendu, on va dire, à 5-6 et pas à 6, parce que, ben voilà, redescendre sur à peu près 30%, c'était quand même, enfin un peu plus de 30%, c'était quand même beaucoup plus jouable. Voilà. Donc ça, c'était pour des contingences plus que techniques. Et maintenant, on va passer du coup à la présentation de la gamme. Alors, la gamme. Donc, le bouquin de Vampire Requiem, qui est très très beau, hein, franchement. Donc, un bouquin de 305 pages. Voilà, avec évidemment une présentation quand même, c'est très rouge. Hein, vernis sélectif, voilà, on avait commencé à utiliser ces techniques à l'époque. Le bouquin est vraiment très très beau, il a une vraiment très belle présentation. On retrouve des dessins de Brad Street, voilà, qui ont fait, on va dire, on va dire le succès des gammes précédentes. Donc on va déjà évidemment nous expliquer toute cette nouvelle société vampirique, donc qui se renouvelle assez souvent, puisque bah, voilà, les vieux vampires finissent quand même par aller faire un petit tour, un petit dodo. Donc voilà, la société quand même se renouvelle assez régulièrement, mais c'est d'une certaine manière fondé, enfin en tout cas ça fonctionne de la même manière. On a quand même dans chaque ville, comme dans Vampire le Mascarade, un prince avec donc ses conseillers, les différents postes. Sauf que évidemment chacun va être originaire donc d'un clan différent et d'un covenant différent, et donc va donner une couleur, une politique différente à chaque ville. Voilà, un prince du Lancea Sanctum, on sera plus dans une ville évidemment mystique, alors qu'un prince, on va dire, de l'Invictus, on sera plus, on va dire, dans quelque chose de politique et traditionnel. Donc, on nous décrit cela sur, on va dire, quelques dizaines de pages. Donc, la fameuse danse macabre, l'explication donc, de ce qu'est la politique, la vie, on va dire, du vampire, et donc son cycle d'existence, si je puis dire, à travers donc justement ces cycles de je m'éveille, je dois récupérer ma mémoire, je dois récupérer la puissance de mon sang, même si bon, je suis quelqu'un de très ancien, etc. Et je vais redevenir donc très puissant, et donc je vais devoir de nouveau sombrer en torpeur. Donc voilà, tous ces cycles-là, c'est décrit. Après, on vous décrit donc les différents covenants, donc le mouvement cartien. Donc, comme je vous disais, les anarchistes, on va dire, mais anarchistes idéologiques extrêmement bien fichus, bien fondés comment dire, du jeu. Le cercle donc des sorcières, Circle of Crown,
donc voilà, les païens, les vampires païens, on va dire sorciers. The Invictus, donc voilà, si je puis dire, les dirigistes, les traditionalistes extrêmement, on va dire, dirigistes et portés, on va dire, évidemment sur le contrôle des masses, le contrôle politique, on va dire, de la société. Lancé à Sanctum, donc le côté plutôt mystique. Donc à savoir que l'Invictus et le Lancea Sanctum, voilà, ils ont chacun des liens entre eux, hein, donc s'entendent plutôt pas mal, hein, évidemment. Donc eux, ça va encore quand c'est eux deux qui ils peuvent coexister, on va dire, de manière assez facile dans une ville. C'est moins facile, évidemment, avec les Carciens, ni avec l'Ordo Dracul, qui lui est beaucoup moins aimé, ou avec justement le Circle of Crone. Voilà, mais donc on les trouvera dans un peu. Évidemment, il y aura un panel assez diversifié de chacune de ces factions. Les non-alignés, donc évidemment, il y en a qui pourront se revendiquer non-alignés, mais ça va être compliqué. Donc le Belial Brood, qui est un groupe, on va dire, plutôt de démonologistes. Alors bon, ça tient un peu aussi du sabbat sur certains aspects, sur les aspects anciens du sabbat où il débordait, on va dire, il tournait, on va dire, vers la démonologie. Le Seven, donc c'est le sabbat aussi, mais mélangé avec un petit chouïa d'inconnu. Voilà, donc on a quand même une redistribution des cartes. On vous en dit pas grand chose, hein. Vous voyez, vous avez une page pour chaque, parce qu'il y aura un supplément, sachant que comme je vous disais, pour le Seven, il y aura trois versions de l'histoire possibles, et donc vous choisirez celle que vous voulez. Donc après, on vous décrit évidemment tous les concepts classiques de vampires, la chasse au sang, les troupeaux, la gestion, comment dire, face à l'humain, donc la mascarade, qui existe aussi, hein, évidemment. Toutes ces contingences, le lexique, et voilà. Donc là, on a un bouquin qui est quand même moins gros, évidemment, puisqu'il n'y a pas le système de jeu. Il est décrit donc dans le système de base. Et vous voyez toujours des illustrations qui, pour l'époque, on va dire, étaient plutôt pas mal. Donc après, on a les règles de création de personnages. Donc c'est pas grave, hein, au niveau des points qui vous sont donnés. Voilà, comme je vous disais, le système de jeu a vraiment renivelé. Je pense quand même que le personnage de base à Requiem est vraiment moins puissant encore que le personnage de base dans Vampire Masquerade classique. Ça se sent quand même beaucoup. Donc on a les différentes étapes à suivre, voilà, avec la table justement de puissance du sang, donc qui la augmente avec l'âge et non pas, on va dire, avec la proximité générationnelle avec un hypothétique fondateur, voilà, le Longinus. Enfin, du moins, il représente, on va dire, les membres, on va dire, du Lancea Sanctum, voilà, dans cette version un peu, voilà, comment dire, de, de sculpture, on va dire, sur les couvercles, évidemment, sur oui, le couvercle des sarcophages, excusez-moi, j'en perds mes moyens. Voilà, donc la description des clans ensuite, donc les Daeva, avec donc les disciplines qu'ils vont préférer, qui sont les disciplines de clan, les attributs préférés également. Donc voilà, on a une description qui reste assez classique, hein, par rapport à ce qu'on connaissait. Donc là, voilà, présence devient Majesty, Celerity reste le même, mais bon, le système est revu. Donc là, c'est bien nerfé dans cette version-là, Célérité. Et Vigor, donc voilà, qui est là, c'est le Vigor, je crois que c'est l'équivalent je sais plus. C'est peut-être le nouveau nom de la potence, il faudrait que je revoie. Mais là, j'avoue que sur la terminologie, j'ai un doute. Donc voilà, les gangrels, c'est animalisme, protéine, résilience. Donc résilience, ça reste comment dire, la fortitude. Auspex, Celerity, Obfuscate, donc pour les mequettes. Voilà, les Nosferatu. Donc Nightmare, Offuscate, Vigor. Donc Vigor, oui, c'est bien la potence, j'ai pas dit de bêtises. Animalisme, Dominate, Résilience pour les Vendrou. On reste quand même, voilà, ceux qui connaissent Vampire Masquerade seront pas trop, on va dire, dépaysés en termes techniques, on va dire. Après, donc on a la description de toutes ces disciplines qui vont jusqu'à 5 également. Donc on voit quand même que la 5e édition de Vampire, du coup, quand on lit un petit peu Requiem, elle a été faite en tenant compte quand même un petit peu justement de ces petits ajustements, de ces petites propositions aussi qui étaient
qui était dans l'air du temps, on va dire, avec cette gamme, donc qui s'est terminée. Enfin là, elle n'est pas terminée, puisque donc la gamme première édition, en tout cas, elle s'est terminée aux alentours de 2014. Et bah, ça a enchaîné tout de suite avec Requiem, deuxième édition. Bah, on sent quand même qu'il y a eu on va dire une influence en tout cas de Requiem sur la V5, qui elle donc Vampire Masquerade V5 qui est sortie donc en 2018. Donc on nous décrit toutes les disciplines, donc là pareil ça fait toujours énormément de pages pour ça. Donc voilà, avec aussi des combos de disciplines, des rituels, etc. Donc là on reste quand même un peu un petit peu dans les excès, on va dire, qu'on avait pu noter. Dans les éditions précédentes de Vampire, il y a quand même quelques petites choses qui ressurgissent. Hein. C'est ça qui est dommage. C'est qu'autant la proposition est vraiment super originale, pourtant en réutilisant des vieilles idées, mais on sent quand même qu'ils essayent, voilà, ils essayaient quand même d'appâter le chaland avec quelques petites choses. Donc après, les éléments spécifiques au système de jeu de Vampire Requiem, donc évidemment l'utilisation du sang, les maladies du sang, etc. Le lien du sang, évidemment, comment se nourrir, comment, voilà, les fameuses traditions, voilà, la marque du prédateur. Oui, c'est vrai que j'ai oublié aussi de dire que quand là il y avait un truc qui était assez spécifique justement à Vampire Requiem, fait que quand deux vampires qui ne s'étaient jamais rencontrés se rencontrent, il y a comment dire une phase de tension entre deux prédateurs, on va dire, qui vont chercher à savoir qui est le plus fort, qui est le plus faible, qui est le leader et qui est le soumis. Et donc ça fait toujours un face à face et c'est assez. Alors au début c'est une idée qui est sur le papier qui est intéressante, mais finalement ça finit par être très très chiant à jouer dans la mesure où dès qu'il y a un nouveau PNJ vampire qui rentre en action, c'est tout de suite voilà, on remonte les dents, on monte les crocs et t'as intérêt comment dire à rabaisser ton caquet devant quelqu'un de plus fort, sinon tu risques de l'avoir mauvaise. Mais bon, ça fait partie aussi du jeu. Donc les fameuses traditions, les dommages, donc voilà, avec trois types de dommages hein, quand même. Ça c'était issu déjà de la troisième édition de Vampire, donc des dégâts dits contendants, enfin on va dire bashing, ce qu'ils appelaient, donc des dégâts superficiels si je puis dire, des dégâts normaux, dits létaux, et des dégâts aggravés, voilà, avec les systèmes de notation. Voilà, coche, croix et astérisque, c'était un peu chiant, mais bon, ça fonctionnait quand même. Hein. C'est juste que voilà, à la fin, valait mieux comment dire, noter les blessures sur le côté pour éviter de trouver sa feuille. Donc voilà, les systèmes donc, par rapport à la volonté, l'humanité, donc vraiment on a tout ça. Hein. Les dérangements aussi, on va tout retrouver. Le Golconda, tout ça, ça existe encore dans Vampire Requiem. Les antagonistes, donc comment maîtriser la partie et on va dire mettre voilà, des antagonistes, donner une thématique à sa chronique, rassembler un groupe, tout ça c'est également dans le bouquin. C'est bien fait, il n'y a pas de doute. Bon, c'est pas révolutionnaire, mais au moins, voilà, quelqu'un, comme je vous disais, qui est nouveau, il va tout de suite savoir de quoi on parle. Et sur ce point, je pense que Requiem a bénéficié quand même des 15 ans d'expérience et, et un jeu, on va dire, avec une proposition ludique beaucoup plus claire et on va dire quelque chose, on va dire de bien défini et qui en tout cas on sait dans quel cadre tout de suite on va jouer. Et surtout le fait qu'il n'y ait pas de méta-intrigue n'oblige pas comment dire, à avoir connaissance justement des suppléments précédents. On peut prendre le livre de base et n'importe quel supplément et l'utiliser tel quel sans avoir besoin de prérequis. Et c'est ça qui franchement était plutôt pas mal. Mais c'est ça aussi peut-être qui n'a pas forcément plu, qui n'est pas justement de méta-intrigue qui soit développée. Parce qu'ils ont peut-être justement changé dans la deuxième édition, où là il y a une méta-intrigue qui justement se décline avec un ennemi, on va dire, et une logique en tout cas, une logique interne, une cosmologie. Donc, comme je vous disais, ils retombent un peu dans leur travers en nous décrivant des lignées. Donc des lignées, vous en allez avoir des flopées. Il y en a déjà dans le livre de base, et dans chaque supplément, vous allez en trouver. Donc les fameux Bruja qu'on va retrouver, les Buracumines,
les Malkovian, voilà, arrêtez de nous foutre de nous, les Morbus, donc chacune issue évidemment d'un clan, voilà, il y a les Toreadors, donc issus des Daeva justement, et donc des nouvelles disciplines issues de chacune de ces lignées. Donc voilà, ça c'est du bonus, c'est un peu, je dirais, pas du super utile. Mais bon, ça y est. Sinon, ce qui est beaucoup plus intéressant après, c'est la description, comment dire, de The Crescent City. Donc on a le développement, comme il y avait justement dans le livre de base de la première édition, d'un cadre qui permet déjà de commencer à jouer, même s'il n'y a pas de scénario à proprement dit. Je veux parler de la Nouvelle-Orléans. Donc on a la description de la ville de la Nouvelle-Orléans. Moi c'est un cadre que j'aime éminemment beaucoup, que j'aime vraiment bien, avec la description évidemment de PNJ. Et ça, c'était plutôt bien vu. Ce qui, on va dire, n'est pas, c'est évidemment plus le cas dans la deuxième édition. Si mes souvenirs sont bons, il n'y a pas ça. Donc voilà, déjà plein des PNJ et un cadre pour commencer à jouer. Et ça, c'est une très bonne chose, qui va être développée d'ailleurs avec un supplément que je vais vous présenter dans un instant. Alors, sur ce qui est de la gamme, on va essayer d'être rapide et concis parce qu'il y a pas mal de suppléments. Donc l'écran. Ils avaient donc commencé à lancer la mode des écrans blindés, on va dire 4 volets. Donc là, franchement, celui-ci, moi je le trouve vraiment beau. Hein. Il est sobre et juste comme il faut. Bon, il y a le nom du jeu qui est marqué, donc il y en a certains qui vont pleurer. Avec, comme d'habitude, toutes les tables, voilà, il y a ce qu'il faut. Bon, évidemment, la description des disciplines, il faudra se référer au livre de règles. Ça, on n'aura pas trop le choix que de faire cela. Un supplément donc très bienvenu qui était parmi les premiers qui sont sortis. Donc City of the Damned New Orleans. Il y a eu très très peu malheureusement de cadres, de cadres urbains qui sont parus dans la gamme. Il y en a eu 3, hein. Donc il y a eu Nouvelle-Orléans, Rome à l'époque antique et Chicago, qui est d'ailleurs Chicago qui est excellent. Donc là sur 144 pages, vous avez la description donc de la ville de la Nouvelle-Orléans, voilà, avec tous ces PNJ, cellules de faction, etc. Désolé. Et ça, c'est plutôt bien fait. Ça date de 2005. Même si vous ne jouez pas, on va dire, à Vampire Requiem, c'est un supplément que vous pouvez acquérir pour pas cher et qui vous donne tout de suite un cadre qui est quand même bien mieux détaillé, écrit et pensé que le New Orleans by Night d'origine de Vampire Masquerade, qui lui avait plein de points d'intérêt, mais voilà, était plein de trous, il manquait plein de choses. Il fallait quand même aller rechercher dans des choses autres, enfin aller se faire de la documentation sur la Nouvelle-Orléans, parce qu'on avait plein de PNJ qui étaient décrits, mais le cadre en lui-même n'était pas super décrit, enfin n'était pas très bien décrit, et en plus n'était pas décrit de manière suffisamment suffisante en termes de quantité d'informations et de qualité d'informations. Voilà, il fallait que je trouve mes mots pour le dire. Donc là en tout cas, un supplément vraiment bien, donc avec la description de la ville quartier par quartier, plus toutes comment dire, les PNJ, voilà, avec le prince justement, voilà, le prince Augusto Vidal, donc Ventrue du l'ancien Sanctum. Donc ça donne déjà, comment dire, le ton, comment dire, à la ville qui va être une ville. De toute façon, c'est entre Invictus et l'ancien Sanctum que ça se joue, et donc avec des luttes de pouvoir justement entre les Covenants. On est dans quelque chose d'assez classique pour commencer, mais c'est voilà, la continuité directe du livre de base, puisque la ville était déjà, donc comme je vous disais, décrite succinctement pour commencer dans le livre, et complétée évidemment avec ce supplément. Donc après, évidemment, on a des suppléments à plus savoir quoi en faire sur les lignées. Donc voilà, là il y en a 3 quand même qui sont proposés. Donc les lignées cachées, les lignées légendaires et les lignées d'élus. Voilà, on sait plus trop quoi en faire. Moi je les avais vraiment achetés pour la collecte. En plus, voilà, les illustrations sont quand même plutôt sympas. Donc à chaque fois, c'est des bouquins d'environ 120 pages qui vous décrivent des lignées diverses et variées. Il y en a pour un peu pour toutes les sauces, voilà, avec des thématiques différentes. Donc il y a les lignées donc cachées, donc celles qui vont être plutôt
qui vont avoir plutôt tendance à vouloir rester dans l'anonymat. Voilà, il y a des choses vraiment qui sont originales, hein, je dis pas le contraire, mais bon, ça fait quand même parfois voilà, un peu remplissage sur certains aspects. Mais bon, comme c'est de toute façon complètement optionnel, voilà, avec des dessins de RK Post aussi, que j'aime beaucoup RK Post. Euh, En plus donc des dessins de Brass Street, mais là Brass Street c'était vraiment plus dans le livre de base. Après, dans les suppléments, on le retrouve moins. Donc plein de lignées qui vous sont décrites. Donc là, je vous dis 3 suppléments sur 3 thématiques. Euh, les lignées cachées, comme je disais, les lignées légendaires. Donc voilà, si vous voulez faire artiste de cirque, il y en a pour vous. Donc voilà, le bronze, le carnaval justement, c'est celui qui est illustré. Les Children of Judah, Galoy, donc les Marcellarius, Melicidae, etc., etc. Donc voilà, ça c'est en fonction évidemment de vos. Je pourrais pas vraiment vous en conseiller un plus que d'autres parce que c'est assez. C'est une affaire d'idées, donc c'est assez inégal de mon point de vue en termes d'idées. Le papier d'ailleurs est plus glacé, comment dire, dans le dernier. Alors que on avait du papier glacé pour les. Là, je viens de m'apercevoir, je me souvenais plus, que sur ce supplément, qui est sûrement un des derniers, hein, The Chosen. The Chosen. Tac tac tac, donc c'est Bloodlines The Chosen. Celui-là, ça doit être le dernier qui doit être sorti. The Hidden, donc c'est 2005, oui, c'est l'un des premiers qui était sorti. Et les autres suppléments Bloodline, j'ai pas de référencement. C'est parce qu'ils sont pas décrits dans la base de données. Donc, celui-là, il date tout simplement de 2007. Voilà. Donc, entre 2005 et 2007, ils ont changé de qualité de papier. Donc, c'était une chose à noter. Donc voilà, plein d'autres lignées diverses et variées, comme je vous dis, voilà, dont les San Giovanni, hein, qui sont l'équivalent des Giovanni, ils sont là-dedans. On y retrouve donc quand même des clans mythiques que l'on connaissait dans notre vampire d'origine. Ils sont distillés, on va dire, à travers des lignées dans ces suppléments. Alors après, on a évidemment les 5 suppléments sur les Covent, les voici. Bon, il y avait aussi eu des suppléments, mais ceux-là, je les ai pas achetés sur justement les clans de vampires. Là, franchement, au niveau de la gamme, j'ai préféré vraiment miser sur les suppléments de Covenant, ouais, de Covenant plutôt que sur autre chose. Donc, ceux vraiment qui sont très notables, voilà, Carcian, il est vraiment excellent. Franchement, voilà, si vous voulez vraiment quelque chose de nouveau, d'original pour Vampire, même à l'utiliser, on va dire, pour Vampire Mascarade, c'est largement possible d'inclure un tel mouvement dans une campagne, et c'est ça qui est plutôt pas mal. Voilà, avec évidemment des lignées aussi vampiriques spécifiques, hein, les barjots. Franchement, ils nous prennent pour qui. Voilà, encore d'autres, hein, les Deucalion aussi. Donc voilà, encore des lignées, mais c'est pas ça qui est le plus intéressant. C'est vraiment l'organisation, l'histoire, comment dire, du mouvement carcien, la manière dont il est organisé et désorganisé plutôt, parce que voilà, l'organisation est variable justement, puisque c'est un mouvement plutôt libertaire, à tendance plutôt révolutionnaire, anarchiste, tout ce que vous voulez. Donc évidemment, c'est l'organisation dans la désorganisation, voilà, une lutte politique assez variée, compliquée. Donc voilà, franchement, c'est celui quand même qui, moi, de mon souvenir à la lecture, avait été donc le plus intéressant, en tout cas, à noter et à lire. Et donc, donc ça s'appelle... comment donc celui-ci, il est de quelle année? Tac tac, je l'ai pas dans mes notes, donc ce qui veut dire que il est de 2006. Voilà, c'est l'un des premiers donc qui est sorti. Donc après, le Circle of Crown. Donc là, c'est beaucoup plus anecdotique, c'est pas inintéressant, mais ça va être beaucoup plus difficile de l'introduire, sauf si vous voulez vraiment faire une campagne néo-pagane, fondée, on va dire, centrée autour de la sorcellerie.
C'est pas très urbain non plus, donc il va falloir plutôt jouer, on va dire, dans des milieux plus naturels, on va dire, campagnards, plus ruraux, pour que ça ait vraiment de l'intérêt, parce que voilà, ils sont quand même plus ancrés, on va dire, dans l'environnement naturel que dans l'environnement urbain. Bon, on peut l'imaginer aussi, hein, évidemment, dans l'environnement urbain, mais ça y perdra peut-être un petit peu en termes d'ambiance, je pense. Pas inintéressant, mais beaucoup plus dur à utiliser. Donc pareil, toujours là, on est sur des suppléments donc quand même de 200, un peu plus de 200 pages. Hein. Oui, c'est ça, c'est 230 pages quasiment à chaque fois. 225 pages. L'ancien Sanctum, là, oui, celui-là est vraiment très intéressant. C'est vraiment si vous voulez donner une dimension mystique à votre campagne. Donc vous voyez, avec en plus une introduction avec vraiment une pagination sous forme, on va dire, un peu de gravure médiévale comme ça. C'était plutôt sympathique en termes on va dire, d'immersion. Donc celui-ci date de 2005. Ah, donc c'était pas le premier, je croyais que c'était le premier. Donc oui, c'était le, on va dire, le Lancia Sanctum était l'un des premiers à être sorti. Je pensais que c'était le Cartier. Euh, donc voilà, un supplément vraiment là vraiment d'intérêt, comme celui du Cartier, enfin plus celui du Cartier, mais celui-là est vraiment intéressant si vous voulez donner une dimension de toute façon vraiment plus mystique à votre campagne, à votre chronique. Il est vraiment là pour ça, il y a plein de bonnes idées, on va dire, autour de cela, même s'il y a encore des lignées, il y a quand même des PNJ, voilà, il y a des rituels de sorcellerie, évidemment, parce qu'ils ont aussi leur propre sorcellerie spécifique, mais une sorcellerie, évidemment, extrêmement mystique, voilà, des vénérations des icônes, etc. Il y a énormément de choses, une structure, on va dire, très proche, évidemment, de celle de l'Église catholique. Bref, énormément de choses très intéressantes qui donnent en tout cas plutôt envie. L'Ordo Dracul, sur le papier, une idée très intéressante. Le seul problème, c'est que je trouve que moi, il est également assez dur à introduire parce qu'il est vraiment très fermé, très spécifique. C'est vraiment un cercle d'érudits. Voilà, c'est quelqu'un d'ailleurs, je ne conseillerais même pas moi de base de faire qu'un PJ, comment dire, fasse partie de l'Ordo Dracul, mais plutôt de le faire découvrir et de leur faire rejoindre, comment dire, après, ça sera plus logique, plus intéressant. Voilà, avec des pages d'introduction sous forme évidemment de sanguine, c'est plutôt sympa. Bon, par contre, évidemment, à la caméra, c'est dégueulasse, ça passe pas. Donc celui-ci est sorti euh, en 2005 aussi. Ouais, c'est vrai qu'ils étaient sortis assez tôt, avec pareil, donc toujours des rituels supplémentaires, des PNJ, des lignées spécifiques, voilà. On a aussi, comme d'habitude, hein, du matos. Je dis pas que c'est presque quand même un petit peu du remplissage, hein, je dirais, sans être malhonnête et sans être méprisant. Mais voilà, il vous offre quand même du matériel, même si c'est pas forcément, ça reste toujours optionnel. De toute façon, comme je vous ai dit. L'Invictus, évidemment, un qui est quasiment incontournable parce que c'est vraiment le Covenant le plus représentatif et le plus, on va dire, incontournable de tous, puisque c'est celui qu'on va rencontrer assez souvent quand même, qui est quand même très structurant au niveau de la société vampirique, qui marche très bien avec le Lancia Sanctum. Donc si vraiment il y a à choisir, c'est ces deux-là qu'il va falloir acheter pour pouvoir jouer correctement, on va dire, en cadre urbain. Les autres étant vraiment beaucoup plus portion congrue. Le Carcian va être plus un opposant et les deux autres vont être vraiment des cercles assez fermés, beaucoup plus distants, dont on va rencontrer très peu de membres. Moi je le vois comme ça, après vous pourrez dire que j'ai tort mais bon, moi en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des Covenants qui sont quand même beaucoup plus présents sur la scène, on va dire, de la vie vampirique. Et on imaginera beaucoup plus facilement un prince de l'Invictus ou du l'ancien Sanctum. Bon, dans certaines villes évidemment particulières, une structure sans prince avec des Carcianes, ou des Carcianes qui sont l'opposition majeure face à un prince vraiment quasiment inexistant et déchu. Bref, on peut vraiment tout imaginer hein, aussi, hein, mais voilà, l'Invictus sera tout de même intéressant à voir, donc avec toujours son lot évidemment de nouvelles lignées. Ça devient un peu cauchemardesque, hein.
En fin de compte, quand on compte au niveau de toutes les lignées, il y a 5 clans de base, vous avez au moins une cinquantaine de lignées quoi, qui existent dans tous les suppléments, et c'est... Moi je trouve ça un peu cauchemardesque quand on y réfléchit, et le jeu finit, lui, autant il n'a pas de méta-intrigue, autant il finit par s'effondrer sous le nombre, on va dire, de ses lignées. Alors, le Seven, comme je vous disais, un livre vraiment assez original et expérimental dans la mesure où il vous propose 3 versions différentes voilà, de Scale 7. Donc, c'est vraiment un opposant extrêmement qui se doit d'être très énigmatique, très mystérieux et qui doit le demeurer. Et donc on nous propose 3 chapitres, donc à chaque fois à peu près une quarantaine, cinquantaine de pages, qui nous décrit une version et vous allez pouvoir choisir celle qui est la vôtre pour justement l'intégrer dans votre campagne. Donc Princes of the Fallen City, The Betrayed et The Sleepers. Voilà, c'est les titres des chapitres. Je n'en dirai pas plus voilà, pour ne pas déflorer le sujet, parce que ça mérite quand même d'être découvert si jamais vous en avez l'occasion. Le Baal's Blood, donc si vous voulez mettre dans les pattes de vos PJ des antagonistes donc démonologistes, donc un livre de 160, ouais, 155, 160 pages qui vous décrit vraiment voilà, des vampires versés dans la démonologie, dans le culte des démons, dans le satanisme. Et donc c'est un peu caricatural sur certains aspects. Mais bon, ça fait un antagoniste, on va dire, plutôt haut en couleur, plutôt honnête, même s'il n'est pas très subtil. Voilà, de mon point de vue. Requiem Chronicler Guide. Donc là, vous avez un guide avec des règles supplémentaires pour évidemment créer ces chroniques, voilà, pour tenter de nouvelles choses, avec des nouvelles propositions évidemment de mode de narration, de création, on va dire, de chroniques, de formes de chroniques et on va dire, de résolution, on va dire, de narrative de chroniques. Vraiment plein de choses, des règles supplémentaires aussi qui vous seront pas forcément super utiles. Donc là, c'est si vraiment vous avez envie d'avoir, si vous avez besoin de conseils, il y a de quoi piocher à loisir là-dedans, dans un supplément donc de presque 200 pages. Et évidemment des idées de chroniques aussi qui vous sont données avec pareil, des PNJ à la fin, donc des caractères de PNJ. Voilà, des antagonistes, on va dire, un peu génériques que vous pouvez utiliser. Donc c'est un supplément utile, avec de bons conseils si vous en avez vraiment besoin. Mais bon, voilà, si vous êtes un storyteller à part, on va dire, vraiment pour les propositions on va dire, les expérimentations narratives hors des sentiers battus qui vous proposent, assez avancées. Le reste, c'est assez classique. Alors après, encore des Bloodlines, j'avais oublié celle-là. Les Ancient Bloodlines. Encore un livre sur des Bloodlines. Voilà, des Bloodlines divers et variés, avec plus, on va dire, là c'est sur une thématique plutôt historique, donc c'est voilà, des Bloodlines qui ont existé à une certaine époque, qui sont issus d'une certaine époque, d'une certaine culture, avec une certaine, évidemment, un certain passé, une certaine richesse historique. Voilà, donc il y a ça encore en plus. Donc celui-là est de 2009, là on est allé sur la fin, hein. Là, les Bloodlines, il y en a marre, si je puis dire. Et on passe enfin à ce qui, moi, je considère comme étant quasiment les meilleurs suppléments de la gamme. Donc, Requiem for Rome. Voilà, celui-là, franchement, enfin ces deux-là même devrais-je dire, si même vous jouez à Vampire, que ce soit V20, V5, Mascarade ou donc Requiem, c'est les deux suppléments franchement que vous devez acquérir. Si vous aimez, comment dire, l'Antiquité romaine, que vous voulez vraiment vivre la fin donc justement de la Camarilla et donc découvrir vraiment Rome, donc vous avez ce premier supplément de 200, donc celui-là il doit faire de 250 pages qui vous décrit vraiment Rome par le menu, voilà, donc avec deuxième de couverture la carte de Rome comme ceci. Et donc
Voilà, vous avez vraiment les lignées de l'époque, donc puisqu'à l'époque, voilà, c'était les Ventrue n'existaient pas, c'était les Julie, qui sont les ancêtres normalement, en théorie justement, qui vont donner évidemment les Ventrue. Donc les Julie étant la lignée vampirique issue de la famille impériale sacrée, évidemment, voilà. Donc c'est la famille de Monsieur César, hein, et donc qui après donné évidemment de ce cher Jules, qui ne s'appelait pas Jules, et qui va donc après voilà, faire créer en fait une lignée vampirique, enfin un clan vampirique régnant qui va donc présider vraiment à la destinée de Rome. Donc vous avez vraiment toute l'histoire de Rome. Donc là on joue quand même à l'époque impériale, hein. Donc la chronique normalement se passe justement juste avant donc les invasions barbares, donc juste avant la fin. Donc on est vraiment sur la Rome plutôt donc du 5e, 5e siècle, hein, 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. Donc on va nous décrire évidemment tous les différents clans, donc les différentes factions, voilà, de vampires, leurs interactions, donc toujours sous la forme donc, de schémas comme ceci, voilà, de schémas de relations entre différents groupes. Voilà, on nous décrit les lignées, donc les Daeva de l'époque, les Meket de l'époque, les Nosferatu de l'époque, justement. Et donc il nous manquait, j'ai dû les passer. Voilà, les Julie, justement, qui sont décrits ici, qui sont donc vraiment un clan majeur à l'époque. Voilà. Donc on nous décrit après tous les PNJ. Donc moi je sais que voilà, ça je l'ai utilisé, hein, franchement pour Vampire Masquerade, ça marche très très bien. Avec donc les nécropoles, les localisations de nécropoles. Donc là on a vraiment du matos utile pour jouer vraiment dans cette ambiance donc bas empire, juste avant la fin, juste avant la chute. Ce supplément est vraiment magnifique. Voilà, papier gaufré, papier, on va dire aussi glacé pour l'intérieur. Voilà, avec même, donc vous avez les noms romains, vous avez toute la chronologie. Voilà, qui va donc justement jusqu'en 476. Voilà. Donc je vous disais, 5e siècle, j'étais bien là-dedans. Et donc, pour aller avec ce supplément, qui est donc un supplément uniquement ville, contexte, il y a donc la campagne qui va avec, une superbe campagne, donc de 240 pages environ. Donc là, vraiment, voilà, avec en plus des illustrations quand même qui sont plutôt pas mauvaises, sur fond d'assassinat, de guerre de famille, etc. La description encore de PNJ majeurs qui vont compter, on va dire, dans cette intrigue. Et ensuite, évidemment, une campagne qui va donc se dérouler sur pas mal d'années, hein, quand même, hein. Donc il va falloir utiliser quand même des techniques un peu avancées pour faire des flashbacks, des fast-forward, des ellipses, etc. Des choses. Il y a vraiment des techniques, on va dire, un peu de narration et de réalisation, si je puis dire, de scénario qui, qui vont devoir être un peu expérimentés dans cette chose. Mais donc, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour jouer vraiment la fin de l'Empire romain, la chute donc justement de la Camarilla comme son nom l'indique. Donc là, la Camarilla telle qu'elle avait été créée donc par les différents covenants qui existaient à l'époque, hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas évidemment l'Ordo Dracul. Le mouvement carcien était, on va dire, assez balbutiant et donc n'existait pas en tout cas sous ce nom non plus. Donc il n'existait techniquement que justement, pas encore l'Invictus et pas encore, on va dire, non plus le Lancia Sanctum en tant que tel. Tous les Covenants en fait n'existaient pas évidemment dans leur forme actuelle. Mais par contre, les clans étaient eux unis, on va dire, pour justement une belle idée qui était celle de la Camarilla et qui va s'effondrer face, on va dire, aux invasions barbares. Et donc on joue la campagne quasiment année par année, quoi, avec comme pendant la chronologie évidemment historique réelle, qui est quand même par rapport à un jeu américain, j'ai toujours
l'habitude de décrier quelque peu les Américains qui ont une vision de l'histoire antique, de l'histoire même médiévale, quelque peu tronquée sur pas mal d'aspects et quelque peu hollywoodisée sur beaucoup. Enfin bon, on a surtout trop, nous, l'habitude de le voir à travers des films qui font des entorses assez majeures, comment dire, à l'histoire. Là, franchement, bon, c'est plutôt pas mal. Bon, voilà, vous vous documentez un petit peu quand même sur l'histoire romaine. Ça fera pas de mal. Justement, profitez-en peut-être, regardez un petit peu le bouquin d'Imperator, ça vous donnera des éléments si vous voulez jouer, on va dire, dans ce contexte-là. Pub gratuite pour Imperator de Bruno Guérin. Et donc le dernier supplément, enfin avant-dernier, mais dernier supplément voilà, pour moi en tout cas, d'intérêt que j'ai dans ma collecte. 430 pages, le World of Darkness Chicago. Donc là, évidemment, c'est un supplément mythique de Vampire Masquerade, qui a donc eu ses différentes moutures dans les différentes éditions, hein, puisque même dans la deuxième édition, il avait eu un reprint, une deuxième édition. Dans la troisième édition, il n'avait pas été revu en tant que tel, mais il y avait, comment dire, des éléments quand même dans la gamme qui montraient un petit peu l'évolution de ce qui s'était passé justement à Chicago. Donc dans la V5, il y a un supplément Chicago, et donc pour Vampire Requiem, ils ont fait un immense supplément World of Darkness, hein, Chicago, c'est-à-dire qu'il est à la fois pour Vampire Requiem, mais aussi pour Werewolf Forsaken, pour Mage, donc c'est, comment il s'appelle déjà, c'est Mage, oh, j'ai un trou de mémoire, il est derrière moi pourtant. Donc la version de Mage en version dont le nom m'échappe, c'est The Awakening. Oui, c'est ça, The Awakening. J'ai eu un doute. Et pour donc les autres jeux de la gamme, donc également Changeling, The Forsaken, Changeling, non, c'est pas The Forsaken, c'est bon, ça m'échappe. Les sous-titres, en tout cas, vous aurez compris. Voilà, donc un supplément vraiment énorme qui vous décrit la ville de Chicago, évidemment, voilà, la fameuse cité des vents, avec donc toutes ces factions, aussi bien donc de vampires que également donc d'autres êtres surnaturels. Donc tout est décrit à l'intérieur, c'est vraiment un travail pléthorique. Il y a de quoi faire, il y a vraiment à boire et à manger, mais dans le bon sens du terme. Toujours, on va dire, sur ce mode, voilà, là, c'est quelque peu, c'est quand même modulaire, parce que de toute façon, en plus, vous pouvez axer sur plus ou moins un aspect en fonction de la gamme que vous suivez. Et oui, c'est Changing the Lost, voilà, c'est le temps que ça me revienne. Je commence vraiment à faire avoir les fils qui se touchent, je sais pas, c'est la vieillesse. Et donc voilà, s'il y a vraiment un supplément aussi que vous pouvez acheter, même si vous ne jouez pas à Vampire Requiem, c'est celui-là, vous y trouverez obligatoirement quelque chose. Bon, si vous voulez évidemment le Chicago d'origine pour la V5, il est très très bien aussi, hein, je vous l'ai montré, mais celui-ci est vraiment très très bon également. Il est en tout cas extrêmement complet et voilà, vous offre en tout cas tout le panel de ce qu'est le nouveau World of Darkness de manière plutôt stable, je dirais. C'est vraiment assez bien équilibré et il y en a pour tout le monde en clair. Et moi je vous conseille vraiment de l'acquérir si vous jouez en tout cas à Requiem. C'est je pense un indispensable si vous voulez vraiment avoir un cadre de jeu solide qui vous demandera quand même du boulot, hein, parce que rien n'est fait, mais tout est à faire. Voilà, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que vous propose tout ce qu'il faut pour pouvoir gérer ensuite votre propre campagne. Et enfin, pour terminer, un livre qui était paru, donc Rites of the Dragon, qui était sous le même format en fait que les livres, on va dire, de background, tels que le livre de Nod, les révélations de la sombre mère, donc Revelations of the Dark Mother, etc. Le Testament of the First Cabal aussi pour Mage. Donc des bouquins petit format, donc celui-là en plus en couverture velours, il est super agréable, qui vous présente évidemment l'histoire l'histoire de Lord Dracul, le background de Dracula dans la version Requiem, parce qu'il a aussi une version de background dans la version, enfin il a aussi son background, sa version dans la version Vampire Masquerade à travers Children of Inquisition, et on le retrouve après donc c'est Children of the Night dans la troisième édition, hein. Donc on a ses caracs, hein, mais là pareil, on va dire son histoire, comment ce qu'il a subi,
évidemment très, très inspiré ou on va dire adapté du roman que nous connaissons. Et comment il a fondé l'Ordo Dracul voilà, c'est tout est là-dedans. Donc c'est une lecture complémentaire à celle du bouquin donc sur l'Ordo Dracul qui sera agréable à lire si vraiment vous voulez développer cet aspect dans la campagne. Mais comme je vous dis, c'est pas le plus simple à développer justement dans la gamme. Voilà. Donc, en somme, eh ben voilà, Vampire Requiem, donc première édition, puisque je me suis concentré sur cette première édition. La deuxième édition, c'est vraiment quelque chose d'autre. Pour moi, en tout cas, à la fois c'est le même jeu, mais c'est pas le même jeu. Y a quand même des choses qui, même si ça change pas au niveau du système, ça change diamétralement en termes de, on va dire, de ligne directrice, de ligne éditoriale, en tout cas, et d'intrigue et de méta-intrigue. Vampire Requiem, c'est, on va dire, c'est compliqué, on va dire, parce que moi, je trouve que vraiment la gamme, même si, comme vous l'avez pu le voir, il y a des écueils assez majeurs, que sont cette pléthore, on va dire, imbuvable, comment dire, de lignées, qui pourtant, voilà, au départ, on était sur 5 clans, c'était largement bien, on n'avait pas besoin, comment dire, d'en rajouter plus. Ça, c'est vraiment la chose qu'ils ont un peu foiré, comment dire, dans cette édition-là, d'avoir multiplié les lignées. Par contre, la refonte de l'univers, l'absence de méta-intrigue, la jouabilité par rapport, on va dire, au fait qu'on a redescendu le niveau de puissance des PNJ de manière générale, à la fois dans le, on va dire, l'explication donc du background et également dans le système de jeu. Le fait également d'avoir un background modulaire à la carte. Voilà, il y a plein quand même de choses qui sont extrêmement, on va dire, positives dans ce Vampire Requiem. Et c'est pour ça que je pense quand même qu'on peut lui laisser sa chance sur pas mal d'aspects. Il y a pas mal de suppléments en plus que, comme je vous dis, que vous pouvez aller piocher ou vous pouvez les piocher de bonnes idées, même si vous ne jouez pas à Vampire Requiem. Il n'y aura que des adaptations techniques à faire et ce sera pas bien compliqué. Hein. Franchement, il n'y aura pas besoin de se prendre trop la tête à ce niveau. Donc voilà, c'était un bel essai, c'était on va dire une belle proposition qui malheureusement, je pense, n'a pas eu autant de succès que son prédécesseur, que son ancêtre Vampire Masquerade, qui lui reste supérieur en pas mal d'aspects, même si les écueils sont tout aussi gros. Mais les vieux joueurs préféreront évidemment, s'ils ont connu les années 90, les vieux joueurs comme moi, préféreront largement jouer à Vampire Masquerade. Ils sauront voilà, dans quoi s'embarquer. Ils sauront faire avec ces problèmes. Là, on sera vraiment dans quelque chose de très nouveau, très déroutant quand même sur pas mal d'aspects. Des propositions auxquelles on n'a pas l'habitude, qui sont pourtant super intéressantes, peut-être sur le papier, à voir si à l'essai, si le fait de le jouer, ça a son intérêt malgré tout sur la durée. Ne pas jouer par contre avec d'anciens joueurs qui ont connu Vampire, je pense qu'ils y trouveront pas leur compte. Ou alors, ouais, je pense que moi, en tant que MJ, en tant que compteur, c'est sûr que j'allais difficilement y trouver mon compte, même s'il y avait, on va dire, des choses originales qui étaient à essayer. Mais je pense pas que je pourrais durer aussi longtemps que j'ai duré avec Vampire Masquerade euh, sur Vampire Requiem. Les joueurs, bon moi voilà, c'est parce que j'ai vraiment une très bonne connaissance de mes joueurs. Je joue quand même avec depuis très longtemps. Vampire, Vampire Requiem, je pense pas que ça les aurait branchés. Le système de jeu est vraiment pas assez, on va dire, pas assez player friendly. Même si bon, il y a des excès maintenant dans l'autre sens qui vont faire que le jeu est trop facile. Là, le jeu par contre est trop complexe, on va dire pour dans le sens où ils vont pas facilement réussir leurs actions. Ils vont pas faire des grosses actions d'éclat. Ça va être du coup donc moins héroïque que ce que pouvait l'être Vampire, qui était aussi un de ses écueils. Hein. Le fait qu'on finisse par jouer des vampires qui étaient plus des super-héros qu'autre chose, hein, c'est bien un des écueils qu'on a reproché à Vampire Masquerade. Voilà, Requiem, on va dire, vous étiez vraiment remis, voilà, vous cassez les genoux et vous continuiez le chemin, comment dire, en rampant, quoi, ou pas loin. Donc voilà, ça reste malgré tout vraiment une proposition originale qu'il faut avoir au moins lu, au moins consulté pour vous donner plein d'idées parce que ça regorge d'idées super intéressantes.
même si vous n'y jouez pas. Donc c'est une boîte à outils, une boîte à idées qu'il ne faut pas négliger, je pense. Et c'est en cela que moi je le trouve intéressant. Après, il est extrêmement jouable, mais il ne faut pas du tout avoir connu Vampire Masquerade pour pouvoir le jouer en toute honnêteté, en toute confiance et en toute, on va dire, virginité, si je puis dire. C'est le seul moyen, on va dire, que je pense pour y trouver son intérêt. Voilà, j'espère. Je pensais pas faire une aussi longue vidéo, mais bon, je l'ai faite quand même. J'ai essayé vraiment de vous expliquer quels étaient, on va dire, les atouts et les points forts et les écueils et les points faibles du jeu. De mon point de vue, évidemment, hein, je ne suis pas parole d'évangile, comme toujours, mais je pense voilà, vous avoir donné de la manière la plus honnête et sincère qui soit mon point de vue sur Vampire Requiem, qui est, on va dire, un peu l'une de mes plus grandes lâchetés et déceptions de ne pas avoir essayé quand même d'y jouer, même si voilà, la proposition est extrêmement intéressante et alléchante. Mais voilà, parfois on passe à côté de quelque chose, et là je pense peut-être que je suis passé à côté de quelque chose. Je dois l'avouer, et ça nous arrive à tout le monde. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, je vous en remercie. Mettez des pouces, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est fait, si vous appréciez mon travail, si vous voulez m'encourager à continuer, c'est pas facile tous les jours, très sincèrement, de trouver le bon angle d'attaque et de vous présenter cela de la manière la plus qualitative et satisfaisante de mon point de vue. Mais bon, pour l'instant, comme je vous disais, je ne peux pas trop faire mieux et autrement au vu de mes possibilités et de mon quotidien. Donc voilà, je vous invite à continuer à suivre nos aventures. On se retrouve en live comme d'habitude tous les mercredis. Et voilà, merci pour cette semaine vampirique qui normalement devrait avoir encore quelques petites... quelques, on va dire, quelques suites, j'aurais sûrement quelques suites encore à donner à cette thématique. Je vous dis donc à bientôt, c'était Magna Magister pour Vampire Requiem. Jouez bien et jouez à Vampire, celui que vous voulez, et Requiem, parce qu'il le vaut bien.